rebonjour à tous et toutes. Je suis ravie d'accueillir Cécile Duflot pour parler d'un sujet très important, surtout après les aspects de financement, qui est celui de la transition et plus encore de l'adaptation juste. Donc Cécile Duflot, comme on n'a pas beaucoup de temps, je fais vite. Vous êtes directrice générale de Oxfam France, vous êtes ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement. Et je vous ai invité à venir parler de ce sujet parce que je vous ai déjà vu en parler et que j'avais trouvé votre intervention extrêmement percutante. Alors, vous aviez plus de temps qu'aujourd'hui, donc il va falloir faire court. Je vais vous poser une première question. On a décidé donc d'axer vraiment cet événement sur l'adaptation. J'imagine que pour une écologiste de longue date, ça ne doit pas être simple de parler d'adaptation parce que ça a beaucoup longtemps été présenté comme une forme de renoncement par rapport au fait d'avoir finalement perdu la bataille de l'atténuation. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Alors ça dit deux choses. Ça dit d'abord, et ça c'est quand même un peu particulier, que ce sur quoi les écologistes et les scientifiques ont alerté depuis maintenant 40 ans est une réalité. Donc on aurait pu se tromper, en fait, les scientifiques auraient pu se tromper et ça aurait été finalement une bonne nouvelle. Non, ça n'est pas le cas. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a une sorte de couvercle pendant longtemps qui a existé sur les organisations comme la mienne, qui se sont dit, si on parle d'adaptation, ça veut dire qu'on va essayer, on va se dire, en fait, on peut s'adapter. Et ce qui n'est pas faux, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu vicié dans le terme d'adaptation. C'est qu'on se dit, ok, bon, d'accord, on n'a pas réussi à baisser nos émissions, on va s'adapter. Sauf que dans cette adaptation, il y a beaucoup de renoncements. L'adaptation, ça voudra dire ne plus habiter tout un tas d'endroits où on vit aujourd'hui. Ça voudra dire ne plus cultiver tout un tas de choses qu'on cultive aujourd'hui, que les vignobles de Bordeaux qui existent depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années ne vont plus exister, et je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a quelque chose d'un peu pervers dans le terme d'adaptation qui fait qu'on croit qu'on va pouvoir s'adapter. C'est pour ça que alors on tâtonne, mais on peut aussi parler du terme d'acclimatation. L'acclimatation, c'est dans l'autre sens. C'est les espèces qui doivent s'habituer à un climat qui n'est pas le leur, et c'est un peu ce qui risque de nous arriver. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant, ce serait vraiment une faute que de ne pas anticiper. On a vu ce qui s'est passé à Valence, on a vu les méga-feux en Gironde. Enfin, les conséquences du dérèglement climatique sur nos vies, elles existent déjà. Je ne parle même pas de celles sur la biodiversité. Donc, on a absolument besoin de se préparer. Et c'est l'obligation, j'allais dire, dans laquelle nous nous trouvons tous, parce que le combat a été en partie perdu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument continuer à mener la bagarre pour l'atténuation, et ça a été très bien dit dans la table ronde précédente, parce que sinon, on atteindra des niveaux de réchauffement où là, l'adaptation n'est carrément plus possible du tout. Donc les deux combats doivent continuer à être menés de front. Et alors, en matière d'adaptation, je ne suis pas sûre que tout le monde en soit bien conscient, même si ça a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui, à commencer par la ministre dans son allocution Agnès Pannier-Runacher. La France est tout particulièrement concernée par le sujet. On n'est pas du tout les mieux lotis en termes de besoins d'adaptation, à la fois parce qu'on est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique et aussi parce que en fait, nos infrastructures ne sont pas du tout adaptées, nos systèmes ne le sont pas. Vous avez plusieurs exemples pour illustrer ça. Ah, ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, on est un pays qui est très vulnérable aux effets du changement climatique. Ça a été documenté notamment très récemment, du fait qu'on a beaucoup de côtes, qu'on a une nature qui est très sensible à la pluviométrie, et que le problème du changement climatique, c'est que vous avez des moments avec énormément de pluie et des moments avec une intense sécheresse. Et ça, la végétation, qui est une végétation de climat tempéré comme la nôtre, y résiste peu. Et surtout qu'on a un pays très construit. Et on s'est construit, on a construit des ponts, on a construit des égouts avec des pluviométries normales, des vents normaux, j'allais dire, et une marge de sécurité, une grosse marge de sécurité. Sauf que là, on est au-delà de ces marges de sécurité. Et alors, à l'époque où on s'était rencontrés, j'avais dit, on va connaître des inondations dans des lieux non inondables. C'est exactement ce qui s'est passé à Valence. C'est-à-dire que des gens sont morts dans des rez-de-chaussée. Dans des rez-de-chaussée, pas du tout à proximité d'un cours d'eau, mais parce que simplement, il tombe tellement de pluie sur une zone totalement imperméabilisée que si ça ne peut pas partir dans les tuyaux d'évacuation, ça monte dans la rue et ça coince des gens chez eux. Et donc ça, typiquement, ça montre qu'on n'est pas du tout prêt. Je pourrais prendre un autre exemple avec les ponts. Les ponts, ils ont ce qu'on appelle un joint de dilatation qui permet aux ponts de grandir un peu sans tout casser quand il fait trop chaud. Sauf qu'aujourd'hui, les premières études qui ont été faites montrent que si on a ces niveaux de canicule qu'on peut pressentir dans 5-10 ans,
c'est-à-dire une journée, une semaine à plus de 40 degrés et qui ne descend pas en dessous de 30 degrés la nuit, on n'est pas sûr qu'il y ait un seul pont depuis Paris jusqu'à l'estuaire de la Seine qui soit encore circulable. Et je pourrais multiplier les exemples. On a des centres anciens qui sont extrêmement patrimoniaux, avec des constructions à pans de bois qui existent pour certaines depuis le XIIe siècle, XIIIe, XIVe et beaucoup le XVIe. Sauf qu'en fait, ces constructions-là, si vous alternez sécheresse et extrême pluviosité, en fait, le bois commence à pourrir, à se craqueler, et en fait, on peut avoir des centres-villes qui s'effondrent, alors qu'ils sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Donc on n'est même pas encore tout à fait bien conscient de tous les impacts sur nos infrastructures, sur nos modes de vie. Donc il faut qu'il y ait ce travail d'anticipation, et il doit y avoir un travail de recherche très approfondi pour essayer d'étudier notre réelle vulnérabilité. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je viens quand même au sujet qui nous intéresse en particulier, qui est le fait que vous insistez sur le fait que le défi n'est pas seulement technologique et éventuellement financier, mais il est aussi social. Il concerne les travailleurs précaires, les ménages modestes, les pays du Sud, les femmes en priorité. Plus on est vulnérable au changement climatique. Ça, c'est une réalité. Et si on n'envisage pas cette question de l'adaptation et même de l'atténuation sans une dimension de justice sociale, on n'y arrivera jamais. Donc il y a une question de justice plus générale aussi en termes de responsabilité des émissions. Les pays qui sont aujourd'hui les plus exposés au changement climatique n'ont en rien contribué, et continuent d'ailleurs à ne pas contribuer au dérèglement climatique. Les 50% les plus pauvres dans le monde émettent moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont les 10% les plus riches qui émettent aujourd'hui 51% des émissions. Mais historiquement, les émissions accumulées viennent de nos pays du Nord et de la France notamment. Et donc le débat sur la question de l'adaptation ou même de l'atténuation et des financements de ceux-ci, d'ailleurs ça fait totalement écho avec ce qu'a dit Selma Mahfouz sur ce qui a été publié dans leur rapport, il est en train de se déplacer d'un terrain autour de la solidarité vers un terrain autour de la justice, parce que la situation dans laquelle se trouvent ces populations est injuste. Et je le prendrai chez nous sous l'angle générationnel. En fait, les générations qui vont devoir affronter cette réalité, elles n'étaient pas nées au moment où les émissions se sont accumulées. Donc si on ne met pas de la justice dans ce débat-là, de la justice sociale, y compris dans les moyens avec lesquels on finance les réponses, on est dans une situation bloquée, dans une situation qui est ressentie comme une profonde injustice. C'est ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Si on dit on va faire que les gens consomment moins d'essence et pour ça on va augmenter énormément le prix, vous privez en rien les plus riches. En revanche, vous mettez des gens dans une situation impossible, et ceux d'autant plus qui se sont éloignés de leur lieu de travail parce que le prix du logement augmentait. Donc vraiment penser ces solutions de manière coordonnée, c'est pas seulement, j'allais dire, sympathique ou une question de valeur, c'est une question d'efficacité et de nécessité et même de justice. On a bien vu que les Gilets jaunes, ça fait pas mal reculer, hein. Donc effectivement en termes d'efficacité. Alors est-ce que vous trouvez que les travaux, et notamment le plan national d'adaptation au changement climatique, puisque c'est la dernière feuille de route en date qui a été rendue publique, prennent suffisamment en compte ces enjeux sociaux ? Alors, le grand problème dans le plan national d'adaptation au changement climatique, c'est qu'il documente assez bien un certain nombre d'enjeux, mais il repousse les responsabilités dans deux dimensions. La première, c'est sur les collectivités locales, et la deuxième, c'est vers l'Europe, alors que nous allons avoir besoin de solidarité et de mutualisation. Je vais donner un exemple. Il y a des communes qui vont se retrouver confrontées, les zones de montagne, à des effondrements de pans de montagne, qui ne ressemblent en rien à ce qu'on a connu jusqu'ici et qui sont difficilement encore prévisibles. Elles vont avoir besoin d'un travail de scientifique et de documentation très précise pour évaluer les risques, les impacts, à quel endroit les montagnes risquent de s'effondrer, quelles implantations humaines, habitations et ou équipements il faut déménager. Et ça ne peut pas être une commune de 150 habitants qui assume ce coût-là. Il va y avoir nécessité d'une solidarité entre les collectivités locales, d'une mutualisation au niveau de l'État. Et aujourd'hui, le PNAC, il fait complètement abstraction de cette nécessité-là. L'autre élément qui est problématique, c'est qu'il n'est pas opposable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce document pour soit mettre en concordance des documents d'urbanisme locaux, soit que des habitants ou des collectifs ou des entreprises puissent utiliser ce document pour forcer la mise en place de politiques d'adaptation. Donc c'est un plan qui est issu des anciens plans, qui est toujours un peu une sorte de catalogue de ce qu'il faudrait faire et de ce qui est souhaitable, mais qui n'est pour l'instant ni financé ni opposable. C'est pas, on va dire les choses, pas directement la responsabilité de la ministre, mais réellement,
Aujourd'hui, et je le dis d'autant plus qu'on est dans un moment de turbulence politique extrême, il faudrait que tout le monde se mette autour de la table de manière un peu coordonnée, les collectivités locales, les acteurs privés, l'État, pour avoir ce plan, parce que sinon les catastrophes, l'addition des catastrophes et le coût va être sans commune mesure avec ce que ça coûterait d'investir. Et là, aujourd'hui, on est très très loin du compte. Alors pour finir sur une note, parce qu'on a déjà dépassé notre temps de parole, pour finir sur une note positive, vous m'avez dit, quand on s'est parlé pour préparer cet échange, que c'était aussi des sujets et des défis passionnants, notamment pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, de prendre à bras le corps en fait ces défis et tenter de les surmonter. Alors pour essayer d'être une écologiste pas déprimée, je me dis quand même que le changement climatique, c'est-à-dire la mise en question de l'habitabilité de notre planète, la seule dont nous disposons, c'est probablement que la civilisation humaine devait s'ennuyer un peu. On a réussi tout, on peut même aller sur d'autres planètes. Et donc on s'est filé un défi, franchement, super niveau. Là, le risque, c'est qu'on n'arrive plus nous-mêmes à habiter sur notre propre planète. Et d'ailleurs, c'est là où peut-être les écologistes ont parfois ont eu des propos erronés. Ils disaient on a un problème, il faut sauver la planète. Pas du tout. La planète, elle a vécu sans les dinosaures, avec les dinosaures, sans les dinosaures. Elle peut vivre sans les humains, sans aucun problème. Peut-être certains diraient même qu'elle se porterait mieux. En tout cas, elle s'en fiche. Le climat peut changer, elle se régule, les courants marins changent, les courants aériens aussi. C'est nous qui avons un problème. C'est nous et les autres espèces vivantes d'ailleurs. Donc on doit absolument prendre ça à bras le corps. Mais si on le fait, comme ça n'est pas un sujet, j'allais dire, c'est pas foutu, on aurait fait exploser 150 bombes atomiques, personne ne s'est supprimé la radioactivité, là il n'y a pas de solution. Faire diminuer les émissions de CO2 et travailler sur l'adaptation, on sait le faire. Et oui, c'est un chantier passionnant parce que pour tous les jeunes qui sont formés aujourd'hui, ils ne vont pas juste appliquer ce qu'on leur aura appris à l'école, ils ont intérêt d'avoir un cerveau qui est capable de réfléchir et de trouver des solutions inventives face à des problèmes qu'on ne sait jamais posé avant. Et ça, oui, si on le prend sous cet angle-là, je pense que c'est une aventure collective. Et je le dis, dans ces moments si troublés, et peut-être que si ça se passe à l'échelle de l'ensemble de la planète, c'est qu'il y a une forme de déni qui craque, qui crée beaucoup de tensions. Mais si on renverse ce déni et qu'on se dit « Ok, c'est bon, là on est dans une situation compliquée, mais on va tous s'y mettre », et on peut commencer localement, on peut commencer dans un pays, c'est aussi un chantier qui est un chantier passionnant, scientifiquement, technologiquement, techniquement et même humainement. Merci beaucoup Cécile Duflot. On va justement... merci. On peut vous applaudir.